Non, c'est un agriculteur tous les 2 jours qui saute la vie face aux difficultés de son quotidien, pas un agriculteur sur 2. Bernard Lannes, cette crise du monde agricole, elle est particulièrement sensible en ce moment. Le président Macron a fort à faire face à ses exposants, face à ce monde agricole qui l'attend au Salon de l'agriculture. Oui, il a fort à faire parce qu'on l'attend notamment, il revient de l'Europe. Donc nous, ce qui est important, c'est la politique agricole commune, que moi je doublerai de mot politique agricole et alimentaire, parce qu'agricole, c'est la production, mais alimentaire aussi, c'est notre alimentation et savoir ce qu'on veut demain. On est sur une rigueur budgétaire, puisqu'on dit que l'Angleterre est partie. Nous, on a un président qui affiche des ambitions, mais les ambitions, on voit bien qu'elles ne sont pas partagées. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est bien beau de mettre un budget en face, mais tant qu'on restera avec une Europe ouverte aux 80 et avec un Trump aujourd'hui qui joue sur l'Europe, quand il attaque les Espagnols sur l'huile d'olive, quand nous, il nous attaque sur ce qu'on appelle les vins tranquilles de coût moyen, et immédiatement, ça nous met à genoux par rapport à des concurrences déloyales. Et nous, ce qu'on attend de cette Europe et du président français, c'est que déjà, on remette aux frontières d'une régulation et une organisation de nos frontières, c'est-à-dire qu'en vertu de l'article 44 qui existe aujourd'hui et qui a été voté en France, on ne peut plus importer une alimentation ou des animaux ou de l'alimentation pour humaine qui est faite avec des molécules ou des produits vétérinaires interdits en Europe. Ça a été voté par la France. Alors, on sait très bien qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire cette exception d'un coup, mais nous, on lui a redemandé de faire de la traçabilité, mais qu'il fasse pression sur nos collègues européens, parce qu'en Europe, on est tous concurrents, finalement, parce qu'avec les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, on a vu que notre agroalimentaire a délocalisé une partie de notre production. Il ne faudrait pas que nous, agriculteurs français, on nous fasse passer pour les jardiniers du paysage, parce que nous sommes fondamentalement des agriculteurs avec une fonction nourricière. C'est notre fonction première et par rapport à ça, il faut organiser le marché. Bernard Lannes, pour vous, est-ce que certains pays européens défendent mieux leur agriculture que la France ? Oui, totalement. Moi, je suis du sud-ouest, donc je suis frontalier avec l'Espagne. Je suis à 1h30 de la frontière, j'y suis souvent, et quand je vois mes collègues espagnols, je n'ai pas l'impression qu'on vit dans la même Europe. Nous, en France, on a une réglementation, une surtransposition de réglementation qui nous rend impossible notre métier. Et là-bas, il y a une simplification, et il y a surtout une simplification dans le parcours des aides qui vont aux agriculteurs, notamment par les régions, où l'argent arrive de l'Europe et va directement sur les agriculteurs. Ici, en France, on a une couche compliquée qui prend une partie de ces aides-là et qui complexifie notre métier. Mais par rapport à ça, après on se retrouve aussi avec des différences où la France a des particularités, elle veut laver plus blanc que blanc, et notamment quand elle veut verdir et qu'elle veut nous imposer certaines normes, quand je prends pour les ZNT ou que je prends pour l'agriculture biologique, en face on a des pays, je rappelle que pour l'agriculture biologique, vous avez la feuille européenne et vous avez le AB français. Seulement, il y a un écart entre la feuille européenne qui est moins élevé que l'AB, et finalement, les distributeurs vont chercher de la production d'agriculture biologique à l'extérieur. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une France qui se dise « oui, je veux des agriculteurs ». Et je veux revenir à Emmanuel Macron, quand j'entends parler tout à l'heure des ZNT. Emmanuel Macron, le maire de Languet, en Bretagne, décrète qu'il prend un arrêté anti-pesticides. J'y suis allé à Languet. Nous avons analysé ces lagunes dans lesquelles il traite ses effluents, qui ne sont pas nickel par rapport à ses désirs. Mais nous avons regardé quoi? C'est qu'autour de Languet, vous n'avez que du bocage. Et finalement, c'était un geste politique. Le problème du maire de Languet, c'est que derrière, Macron prend de suite un arrêté, un décret pour dire voilà, finalement cet arrêté qui était illégal, je le rendrai légal. Pourquoi? Parce qu'il est dans une séquence d'élections municipales. Il cherche à verdir sa politique, vous voyez, ça c'est tout à fait politique, mais nous derrière, on n'a pas besoin de tout ça. Les ZNT, je veux juste redire une chose. Les zones de non-traitement de pesticides, oui, mais ce que je veux réexpliquer, et que j'ai dit au président l'autre jour quand on y est allé, on a attaqué son décret, parce que c'est tout très simple. Je ne suis pas un pro-phyto ou pas, c'est que derrière, je suis conventionnel, j'achète des molécules en toute légalité. Quand je mets cette molécule dans ma pompe à désherber et que je la mélange avec de l'eau, tant qu'elle est dans la pompe, qu'elle passe dans le tuyau et qu'elle arrive sur la buse d'épandage, c'est bon. Mais dès qu'elle passe sur la buse d'épandage, on me dit c'est mauvais. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de dire, écoutez, à la coordination rurale, ce qu'on dit, c'est très simple. Où ces molécules-là sont bonnes et on a des conditions draconiennes pour les utiliser, où elles sont mauvaises et qu'on les retire. J'entendais parler tout à l'heure du soja transgénique qui rentre par bateau entier pour nourrir nos animaux. Je voyais des manifestations, n'importons pas l'alimentation que l'on ne veut pas, mais on la produit en France. Et si on arrête ces molécules, on arrête l'importation aussi de ces soja transgéniques, mais on remet en place quoi pour nos agricultures? C'est la production de protéines végétales européennes
européennes qui seront payées à un coût rémunérateur et on relance la machine. Parce que là, de ce côté-là, aujourd'hui, ces protéines viennent du Brésil. Bolsonaro a remis au moins 1000 molécules qu'on n'utilise plus et elles rentrent par ce Donc vous dénoncez quoi? C'est un double discours? Mais un double discours, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est pris au piège de l'Europe. Il est pris aussi à un piège politique temporaire pour l'instant pour passer ces élections municipales. Et après, oui, il a de l'ambition, mais qui mette l'ambition sur la table et qui disent vraiment on va faire. Bon. Emmanuel Macron qui était hier à Bruxelles pour cette première journée de réunion autour de la PAC, de la politique agricole commune. Première journée de négociation qui, vous le savez, a échoué. Notamment, les pays européens ne se sont pas mis d'accord sur ce budget. C'est pourtant l'un des sujets majeurs auxquels le président de la République et le monde agricole font face. Donc cette PAC, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement en ce moment au centre des débats? Élément de réponse avec Camille Baron. Qu'est-ce que la PAC? La PAC, c'est la politique agricole commune. Concrètement, c'est un programme d'aide financière pour les agriculteurs des pays de l'Union européenne. En France, la PAC représente en moyenne 47% des revenus des agriculteurs, soit environ 9 milliards d'euros par an. Combien ça coûte? La PAC est la première politique commune de l'Union européenne. Entre 2014 et 2020, cela représente plus de 400 milliards d'euros. Mais ce budget pourrait bien diminuer dans les prochaines années. En ce moment, les États négocient à Bruxelles une baisse jusqu'à 80 milliards d'euros. Pourquoi un accord est si difficile? La France s'oppose à cette baisse car elle est la première bénéficiaire de la PAC. Mais en Europe, d'autres souhaitent rééquilibrer le budget sur d'autres secteurs, comme le climat ou l'immigration. Il faut aussi s'adapter à la baisse globale du budget européen depuis le départ du Royaume-Uni. Pas d'accord, donc pour le moment trouvé à Bruxelles, la France a dit non. Emmanuel Macron s'est exprimé au sein de l'agriculture déjà ce matin concernant ce sujet de la PAC. Vous me le disiez il y a quelques instants, mais tout découle de la PAC. On ne peut rien faire sans, le monde agricole ne peut rien faire sans ce budget qui doit lui être alloué. Oui, parce que nous sommes profondément européens depuis le début de la mise en place de cette PAC, on le rappelle. Donc on est dans une entité européenne qui, si elle se faisait vraiment, serait puissante et pourrait contrebalancer les grands pays émergents. Mais aujourd'hui, on est divisé parce qu'on se retrouve à négocier finalement de l'argent à la baisse parce que les Anglais sont partis. Mais une volonté politique, c'est de dire est-ce que l'alimentation et est-ce que l'agriculture est un secteur stratégique? Moi, en tant qu'agriculteur, je dis oui. Notre fonction nourricière est stratégique parce qu'il ne faut pas... Il faut arrêter de croire que d'autres vont nous nourrir à bas prix. Quand on voit les dérèglements climatiques, quand on voit qu'il y a des pays qui se battent pour de l'eau, quand il y a des pays où il y a la terre, la Chine qui n'a plus assez de terre arable, et qu'on voit que sur cette boule de terre, le nombre d'humains va augmenter et que nous n'avons pas assez d'alimentation, nous sommes fous en France de sacrifier notre agriculture pour des accords budgétaires. Et de toute façon, je rappelle que par rapport à cette PAC, l'Europe laisse à chaque pays une fonction subsidiaire pour rééquilibrer. Et donc, ce que l'on dit, c'est qu'en France, moi, je vois, au niveau de l'agriculture, on a un budget de 9 milliards, mais je rappelle qu'à côté, on a un budget de l'écologie qui est à 10 milliards 4. Et donc, avec cette écologie, on peut aussi, sur des petites fermes, comme on l'a fait en zone de montagne, avec des aides bien spécifiques, maintenir ces petites fermes. Macron dit qu'il veut une agriculture familiale. Une agriculture familiale, c'est une agriculture aux mains d'hommes et de femmes qui sont des chefs d'entreprise et qui font d'une agriculture qui sera transmissible. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'agrandissement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'aujourd'hui, des fermes ne peuvent plus être transmises parce qu'il y a trop de capitaux engagés et que les jeunes qui arrivent, qui ont fait des études, disent c'est pour l'instant, avec les prix que j'ai, c'est pas rentable, donc on vend. Et qui c'est qui arrive derrière? C'est des fonds d'investissement, c'est des gens qui se disent oui, ceux qui maîtriseront la terre demain seront quand même les rois un peu de l'alimentation, mais attention, ils n'ont pas cette fonction nourricière qu'on a nous, avec notre savoir-faire et avec notre expérience fondamentale du nord au sud, de la montagne à la plaine, parce que ça, c'est des générations et c'est un acquis qui se perdra avec une agriculture dite financière. Et autre difficulté que doit affronter le monde paysan, le monde agricole, des milliers d'actes de dégradation, c'est le constat que l'on fait. L'agribashing est un véritable phénomène, des actes de malveillance, des actes de dégradation, des vols, des milliers de vols de nombreux acteurs du monde paysan. Ils sont confrontés. Alors se sentent-ils mal aimés? Vous voyez ces chiffres affolants sur votre écran. Se sentent-ils mal aimés, ces acteurs du monde paysan? On leur a posé la question. Je mets quoi en légende? Ouais, en fait, il fallait la faire...
Ah, petit problème technique, on entendra ces agriculteurs donc, qui souffrent de cet agri-bashing, donc de ces actes de dégradation. Je vous propose de les écouter. Ils ont été interrogés par nos équipes tout à l'heure au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui critiquent sans connaître le métier et ça nous fait quand même mal quelque part parce que nous, on se défonce, on élève nos animaux pour qu'ils soient au mieux possible chez nous, quoi, entretenus. Quand on voit comme on est pointé du doigt, ça fait pas facile à entendre, quoi. On a toujours eu des contraintes, il y a toujours eu de l'appréhension de tout le monde. Je pense qu'à un moment, il faut avancer quand même. Mais c'est vrai que l'agribashing, oui, ça fait peur, quoi. On n'est plus maître de notre destin, quoi, quelque part. Hein. Sur l'agribashing, je pense que la meilleure réponse qu'on ait à donner, c'est de montrer nos élevages et d'ouvrir nos portes dans nos élevages pour montrer comment on travaille tous les jours. Bernard Lannes, qu'est-ce que vous pensez de la réponse de cette dame qu'on vient d'entendre? Montrer au public le travail qui est fait sur le terrain, le travail des agriculteurs. Est-ce que ça peut aider? Moi, je suis agriculteur français, je dis parle d'agri-dénigrement déjà. C'est plus simple à comprendre pour nous agriculteurs parce que beaucoup n'ont pas fait l'anglais comme deuxième langue. Mais ce qu'elle dit, elle a raison, c'est qu'en fait, c'est pourquoi, en fait, quand vous regardez le sondage avant le salon, les Français aiment les agriculteurs. Quand je vois les Parisiens, ils viennent au salon parce qu'ils viennent voir et toucher quelque chose qui pour eux est encore très loin, puisqu'on dit que c'est vrai qu'au centre Paris, les fermes sont loin. Mais face à ça, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même des gens qui se spécialisent dans cet agri-dénigrement. On a déjà des gens qui vendent des peurs, parce qu'en fait, quand on parle d'alimentation, aujourd'hui, beaucoup ont compris que se nourrir, c'est se soigner, et ils ont peur on prend toujours des positions extrêmes, mais la grande majorité de l'agriculture va bien. La grande majorité de l'agriculture française prône l'excellence et fait l'excellence, y compris pour l'alimentation industrielle, celle qui est hors cadre familial au niveau français, mais à condition que l'on ait la traçabilité, et nous, c'est ce qu'on défend. C'est-à-dire que, comme avec Yuka pour le Nutri-Score, on puisse aller voir... C'est une application qui permet de savoir qu'est-ce qu'on mange réellement, qu'est-ce qu'il y a dans notre assiette. Tout à fait, qu'on puisse aller voir dans le code-barre ce qu'il y a au niveau de la traçabilité. Moi, je l'ai montré, quand je suis allé voir le président Macron avant le salon, il a reçu tous les syndicats. Je l'ai amené par rapport aux états généraux de l'alimentation. On avait M. Papin, qui était le patron de Super U, qui était le gentil distributeur, et vous savez, lui, il était meilleur que les autres. Et donc, chez moi, j'ai trouvé dans un Super U, cet été, une gourde de compote de pommes. Vous savez, les gourdes qu'on donne aux enfants à 4 heures. Pommes kiwi. Dans cette gourde, il y avait écrit « élaboré en France avec un drapeau bleu-rouge ». Je dis « tiens, au président, M. Pampin a rempli la gourde ». Je tourne la gourde et derrière, il y a écrit « ce produit ne contient aucun produit français ». Or, je dis au président, on a arrêté, moi je suis du Sud-Ouest, on a arrêté à un moment donné la cueillette des pommes parce que c'est trop cher. Elles ne payaient pas assez cher par rapport au prix de la main-d'œuvre. Et donc, il y a des milliers de tonnes qui ont été perdues. J'ai des kiwis de la Dour, donc on peut faire de la compote de pommes kiwi. Même M. Papin, lui, puisqu'il cherche à faire avec sa marque de distributeur, en plus, c'est une MDD, donc c'est un gros volume, et bien il va chercher de la compote de pommes à l'autre bout du monde, pommes produites avec des molécules que l'on n'utilise pas, et donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on pourrait aussi, pour relever la tête, nous, avec de la traçabilité, nous redonner à part égale des parts de marché, parce que là, on est compétitif. Et pour ça, c'est que, toujours pareil, en revenant au niveau des frontières, on met des normes sanitaires, sociales et environnementales, et on rééquilibre ça avec ce que nous, on appelle une TVA sociale, et on remet face à ça la production française en avant. Pour revenir à l'agri-dénigrement, mon problème à moi, en tant qu'agriculteur, le premier, c'est le revenu. Depuis 10 ans, notre revenu a chuté. Si mon revenu va bien, je vais être capable aussi, après, de relever la tête, d'ouvrir nos fermes, parce que c'est ce qu'on dit, il faut revenir vers les gens, et revenir vers les gens avec qui on est mitoyen. Vous savez, en ruralité, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des conflits au fin fond de la ruralité. Ouvrir nos fermes, parce qu'on n'a rien à cacher. Autre phénomène auquel font face les agriculteurs, eh bien une nouvelle agriculture, une année charnière s'annonce donc pour ce monde, le dérèglement climatique, les changements au niveau de la PAC, on en a parlé, puis les nouvelles demandes des consommateurs font que l'agriculture doit évoluer, elle se transforme vers une agriculture de conservation pour certains, sans pesticides, sans eau, sans traitement mécanique et respectueux des saisons. En Haute-Garonne, plus de 120 agriculteurs ont sauté ce pas, accompagnés par une conseillère dédiée donc à cette nouvelle forme d'agriculture. Jean-Luc Thomas et Romain Ripoteau. Ces vaches ne le savent probablement pas. Depuis 2 ans, elles sont issues de l'agriculture de conservation, une véritable révolution. J'ai complètement changé mon système de production pour vivre avec le cycle naturel des animaux. Tous les 2 jours, on leur met une parcelle fraîche à la pâture.
l'hiver et l'été tous les jours. En 2012, cet éleveur prend conscience que l'intensif, ce n'est pas l'agriculture qu'il souhaite. Il lui faut 6 ans pour changer totalement sa façon de travailler. Disons que c'est une refonte totale du système d'exploitation. C'est un état d'esprit. Il n'y a aucun mauvais système dans l'agriculture. Il y a juste des éleveurs qui ont envie de changement. Le changement climatique, la volonté des consommateurs du mieux manger imposent à l'agriculture une véritable transformation. En Haute-Garonne, près de 10% des agriculteurs se sont inscrits dans cette démarche. Les agriculteurs, les éleveurs principalement ont pris conscience de cette problématique puisqu'en été, on a des zones où il n'y a plus rien qui pousse. La prairie verte que vous voyez aujourd'hui, elle est grillée. Donc nous, en Haute-Garonne, depuis 8 ans, en tout cas nos éleveurs s'efforcent d'évoluer vers ces techniques-là. Ce nouveau modèle de production abandonne l'arrosage, renonce aux produits phytosanitaires, surtout 10 mois sur 12, les vaches broutent de l'herbe et de la vraie. Rapidement pour conclure votre réaction à ce reportage, Bernard Lannes, déjà pour commencer, est-ce que c'est le grand défi de cette décennie, cette nouvelle agriculture ? Plus que cette décennie, parce que l'agriculture conservation, il y a plus de 20 ans que des gens ont commencé. Nous, avec notre syndicat, on parle d'un festival de non-labour, c'est-à-dire utiliser on ne tourne plus la terre, on la préserve, on en remet de la biodiversité dessus. Et c'est vrai que ça a le vent en poupe, parce que finalement, avec le passage au bio, on remet quoi? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on remet de l'agronomie. L'agronomie, c'est le sens de la terre et le sens de l'animal, et de vivre là aussi avec les climats différents. Quand elle parle, moi je connais, je suis voisin de la Haute-Garonne, on subit des étés secs, et donc avec cette agriculture-là, on arrive à pallier à ces problèmes climatiques.